Je vous invite à rester autour de la table. Et on va enchaîner tout de suite pour quand même rentrer dans le vif aussi du sujet, donc la présentation de l'instrument, ce qui nous permettra ensuite peut-être de réagir avec vous, hein, si vous le souhaitez, à moins que vous ayez peut-être aussi des contraintes d'agenda, auquel cas, évidemment, n'hésitez pas à nous laisser. Et merci en tout cas à ceux qui sont intervenus jusqu'à présent, mais vous aurez l'occasion de dialoguer après. Alors, peut-être avant de demander donc à Alexis Buffenot de nous présenter l'instrument, et on gagnera du temps parce qu'en fait, finalement, le panorama, le diagnostic, il a été très largement illustré et présenté, donc on va pouvoir rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Mais avant ça, je voudrais demander à Vianney, donc de Kiet, de revenir en quelque sorte au pupitre pour expliquer pourquoi finalement un think tank comme la FERDI s'est intéressé à ce sujet. Merci Jean-Marc. Oui, alors je vais reprendre la parole quelques minutes, mais sans être long, bien sûr, pour peut-être préciser effectivement un petit peu les priorités de la chaire politique de modernisation agricole en Afrique de la FERDI. Et donc les priorités que cette chaire s'est donnée, c'est des priorités liées à l'entrepreneuriat, d'une part, et à la formation professionnelle, d'autre part. Alors concernant l'entrepreneuriat, peut-être plus spécifiquement, il y a un diagnostic qui est relativement bien établi, c'est celui de la difficulté de financement de l'agriculture, notamment en Afrique de l'Ouest, qu'on peut appeler aussi le problème du missing middle. Les causes avancées, c'est des risques spécifiques à l'agriculture, risques de production, et d'où l'intérêt de pouvoir dérisquer pour attirer des investisseurs, notamment privés, et avec donc un rôle tout particulier pour le blending. Alors, dans le contexte de l'UEMOA, va se rajouter la volonté de la Commission, je crois, hein, de mieux structurer les filières, coton, riz, maïs et deux filières animales. Et du coup, la FERDI a développé un plaidoyer à travers la chaire politique de modernisation agricole pour un instrument financier dédié aux moyennes entreprises agricoles, et parce que ces entreprises sont celles qui sont à même de structurer les filières. Alors le rôle d'un think tank comme la FERDI là-dedans, c'est un rôle d'impulsion vis-à-vis d'organisations régionales ou internationales, et également un rôle d'impulsion vis-à-vis d'acteurs publics du développement, et également envers les acteurs privés, les investisseurs, sans lesquels, je crois que ça a été bien dit déjà, le financement de l'agriculture en Afrique ne pourra pas être à la hauteur des enjeux. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à dire ces quelques mots avant la présentation de l'instrument par l'auteur de l'étude, M. Buffenot. Merci Vianney. Donc, on va enchaîner tout de suite. Alexis, bienvenue. Donc, j'ai pas dit, hein, mais Alexis est donc consultant indépendant, une longue carrière déjà dans le domaine de la finance, au sein de l'institutions comme Proparco et CEFI, mais aussi Rothschild, et maintenant donc consultant indépendant basé à Madagascar. Merci à la FERDI et à ses partenaires pour l'organisation de ce sujet épineux, et celui de l'agriculture en Afrique et des masses de problèmes auxquels ce secteur fait face, notamment le financement. Donc inutile de revenir sur le pourquoi ce secteur souffre d'un déficit chronique et colossal de financement. On est tous frappés par les paradoxes de ce secteur en Afrique. On a parlé tout à l'heure du potentiel agricole, les terres inexploitées, le potentiel irrigable inexploité, et aussi un autre paradoxe, c'est que l'Afrique exporte beaucoup de matières premières et importe les produits transformés avec ces matières premières. Et ça fait partie des paradoxes frappants et qui ont été évoqués par les intervenants ici. Donc, que faire face à cela? Il y a beaucoup de choses qui ont été tentées, côté public, côté caritatif, côté privé.
et de manière parfois très parcellaire, segmentée. Et en fait, l'objectif de l'instrument, c'est de faire les choses tout simplement avec l'existant. Il fallait capitaliser avec l'existant, on est tout à fait d'accord avec là-dessus, mais faire les choses différemment en les combinant de manière différente. Donc l'instrument a pour objectif de faire en sorte que des acteurs qui ne travaillent pas forcément de manière coordonnée puissent le faire de manière plus articulée, donc à savoir le secteur public, mais aussi le secteur philanthropique et le secteur privé, à travers un instrument qui serait un fonds qui mobiliserait des fonds de tous les côtés, publics, philanthropiques et privés. Alors, ce fonds, tout d'abord, et ça, on a insisté là-dessus, ce n'est pas un fonds généraliste, ce sera un fonds spécialisé dans l'agriculture, l'élevage et l'agroalimentaire, sur des pans entiers de la chaîne de valeur, tout simplement parce que, vu l'immensité des défis, il faut des spécialistes. Il faut des gens proches des acteurs de toute la filière. Donc, c'est un fonds spécialisé. L'autre caractéristique aussi de ce fonds-là, ce sera un fonds très long terme. Les intervenants ont insisté dessus. Ce n'est pas un fonds classique où on recherche un retour sur 5 ans ou sur 7 ans. C'est un fonds qui va mobiliser des ressources extrêmement patientes. Alors, vous me direz, comment à ce moment-là on attire le secteur privé qui lui recherche des retours rapides et très élevés, sachant que, comme on l'a dit à maintes reprises, c'est un secteur très compliqué où les fruits sont longs à construire. Et donc, c'est l'intérêt de l'instrument, justement, d'essayer de résoudre ça à travers, on va dire, 2 dimensions, une qui est financière et une autre qui est extra-financière. Alors, pour s'attarder sur la dimension financière, l'idée, c'est de mettre en place une structure qu'on appelle, le terme est devenu en vogue, blended finance, où on mixe des ressources publiques et des ressources privées. Alors, de quelle façon on le fait ? On a pour objectif de mobiliser des acteurs avec des objectifs différents. Privé, c'est la rentabilité financière. Le public, c'est plus l'impact. Et une intervention de Jean-Michel Sivirano, c'est peut-être la valeur ajoutée. Les institutions philanthropiques, c'est également l'impact. Donc, on va essayer de combiner donc, ces différentes tranches. Alors, pour le secteur privé, on va prioriser le secteur privé dans ce fonds sur les gains du portefeuille de projet. C'est-à-dire, pour que le privé puisse être attiré, il va avoir la priorité sur les remontées venant du portefeuille de projet, à savoir les intérêts, les revenus de capital, et le secteur privé va retrouver sa mise beaucoup plus vite que les autres. Et donc, de facto, les autres tranches qui recherchent plus de l'impact et moins le retour financier vont, au moins implicitement, garantir donc les tranches privées, ce qui permettra aux tranches privées en fait d'accélérer la récupération de leur mise et d'accélérer finalement la rentabilisation de leur investissement. Et ils se retrouvent dans des canaux plus traditionnels, mais grâce à cette mécanique financière où on a une structure en cascade, une distribution des gains en cascade. On priorise d'abord le secteur privé et ensuite, s'il y a des sous-performances dans le portefeuille, en fait, finalement, c'est la tranche philanthropique et publique qui absorbe cela. Et donc, c'est l'avantage de l'instrument, c'est du moins de mobiliser le secteur privé sur un secteur. Si on adoptait une approche traditionnelle, le secteur privé ne serait pas là. Dans une approche traditionnelle, votre portefeuille sous-performe et en fait, c'est tous les contributeurs qui subissent à proportion de leurs apports le même impact. Ici, l'impact est différencié sur le portefeuille. On aura un portefeuille au global, et on l'a souligné à maintes reprises,
qui ne performera pas autant qu'un portefeuille de secteur traditionnel, hors agriculture, mais en revanche, avec la distribution des gains, le secteur privé, lui, réalisera donc un retour supérieur aux autres qui recherchent plus de l'impact. Donc ça, c'est le mécanisme financier. Après, le mécanisme extra-financier, vous me direz, qu'est-ce qui fait qu'au final, on va quand même s'y retrouver en termes de rendement, c'est que le pari, à travers l'accompagnement du fonds, c'est de réaliser quand même une performance de portefeuille supérieure à ce qui se fait traditionnellement sans l'accompagnement du fonds. Un peu, pour faire le parallèle, un peu comme les structures d'incubation de start-up. On voit, et ça a été démontré, que lorsque on accompagne des start-up à travers ces structures, le taux de survie est supérieur. Les sociétés vivent plus longtemps. Et donc, c'est un peu le même principe. Et l'accompagnement extra-financier, en fait, il consiste en quoi? C'est avec ce duo investisseur et entrepreneur, c'est de structurer des filières, des chaînes de valeur, des écosystèmes en travaillant avec toutes les parties prenantes, la partie publique, éventuellement pour, par exemple, désenclaver des zones rurales pour améliorer l'accès aux matières premières. Ça peut être sur les fonds philanthropiques pour avoir des subventions pour faire effet de levier, ça c'est la partie financière, mais quelquefois aussi, elles ont une bonne connaissance du terrain, elles travaillent avec des coopératives de paysans sur diverses problématiques de formation technique, agroécologique, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble et ce fonds constituera aussi une plateforme pour mobiliser d'autres sources d'assistance technique, des dons, pour travailler sur des problématiques techniques, opérationnelles et stratégiques très particulières afin de faire en sorte que la filière puisse passer à un autre niveau. Donc, c'est un fonds qui comme on l'a précisé tout à l'heure, qui va s'articuler autour en fait de PME qui tirent la filière vers le haut. Et donc, je voulais préciser qu'il n'a pas vocation à tout résoudre. On évoquait par exemple le fait d'être proche des petites exploitations, des individus, etc. Alors, le fonds ne pourra pas le faire de manière aussi granulaire, mais en tout cas, l'idée, c'est de soutenir des acteurs qui vont travailler avec les petites exploitations qui seront organisées en coopératives, etc. Et aussi travailler avec des institutions financières de microcrédit, de mésofinance et des banques de façon plus traditionnelle pour les soutenir, les dérisquer afin d'atteindre aussi les petites exploitations. Et en fait, finalement, tout ça va ensemble parce que ce soit des grands groupes comme Danone ou des PME, les champions qu'on souhaite soutenir à travers cet instrument, doivent de toute façon travailler avec les petites exploitations et ça constitue l'essentiel du tissu agricole, ne serait-ce que pour sécuriser l'approvisionnement, pour le rendre traçable et pour voir écouler leurs produits selon des normes de qualité qui sont de plus en plus strictes sur les marchés. Voilà. Merci Alexis. Alors peut-être pour donner une illustration, parce qu'en fait il y a un travail donc, de structuration, disons littéraire en quelque sorte, mais il y a aussi Alexis a travaillé aussi sur un modèle économique, et je pense que ça serait intéressant pour le public. En quelques mots, si vous pouviez donner en quelque sorte les grands ordres de grandeur, c'est-à-dire combien d'entreprises, sur quelle durée, et justement par rapport à ce côté innovant, c'est-à-dire quelle rémunération on offre à l'investisseur senior, celui qui cherche la rentabilité, et quelle rémunération à l'investisseur junior qui cherche l'impact. Très bien. Alors, on a fait une petite simulation. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette simulation-là, ça reste un premier point d'ancrage. Hein, et le travail va consister justement à intensifier le dialogue
avec les parties prenantes, les potentiels contributeurs et aussi avec les porteurs de projets sur le terrain. Mais on ciblait un fonds en fait qui a pour taille 300 millions d'euros, qui serait levé en 3 phases, donc 3 closings de 100 millions, avec plusieurs compartiments. C'est-à-dire que ce fonds va investir en capital, mais aussi en dette. Et c'est une particularité des dettes, c'est que sur la partie dette et sur la partie capital aussi, c'est valable. L'idée, c'est vraiment de tailler des instruments sur mesure. On parlait du fait que les banques avaient une approche trop standardisée. L'idée, c'est vraiment, puisque nous, le fonds, alors l'avantage du fonds, c'est qu'il n'est pas astreint à des règles prudentielles. Donc, c'est vraiment la politique d'investissement agréée avec les contributeurs. Et l'idée, c'est vraiment justement de tailler des instruments sur mesure et de l'adapter au profil de génération de cash des activités. Et on sait que ça bouge. Et des fois, il y a des projets où il faut attendre longtemps avant que ça rapporte. Donc, c'est vraiment de tailler des instruments sur mesure. Donc, sur tous ces compartiments-là, donc, on essaye d'intervenir. Et sur le compartiment equity, comme c'est beaucoup plus risqué, on recherche des rendements plus élevés. L'idée, c'est d'être aux alentours de 15-17%, ce qui est en dessous des objectifs de rendement des fonds de private equity classiques. En revanche, parce qu'on distribue les gains d'abord à la tranche privée, qui a la priorité, cette tranche privée, elle pourrait, sur une configuration comme celle-ci, atteindre les 20-25% qu'on cible en général dans le milieu du private equity. Et la partie publique, du coup, a moins de rendement puisqu'elle vient en second rang, voilà, dans la distribution des gains du portefeuille. Ça, c'est sur la partie capital. Et sur la partie dette, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une palette d'instruments extrêmement flexibles, de la dette senior, de la dette mezzanine. La différence entre l'un et l'autre, c'est que mezzanine, par définition, en fait, elle est plus risquée, elle est plus flexible en termes de profil de remboursement. On peut avoir des remboursements in fine. Donc, nous, voilà, on a simulé en fait des prêts à 8 ans où le remboursement se fait selon 8 ans. Il n'y a pas la contrainte en début de vie de projet de rembourser, alors qu'on est en phase de montée en puissance. Et donc là-dessus, on tape sur du 10% en portefeuille global. Alors, vous allez me dire que c'est élevé, mais en fait, ce qui tire, en fait, le rendement moyen du portefeuille prêt, c'est le produit de mezzanine, justement. Donc, le mezzanine sera plus cher, mais offre beaucoup de flexibilité en termes de profil de remboursement que la dette classique senior. Et donc, pareil, même mécanisme que dans le capital, c'est-à-dire qu'on va assurer que les investisseurs privés aient la priorité sur le remboursement et la distribution des produits d'intérêt, ce qui fait qu'il aura un rendement plus élevé que la moyenne du portefeuille. Donc, on tablait sur du 12-13%, et la partie publique et philanthropique, beaucoup moins. Alors, ce qui est intéressant dans le schéma, c'est que la partie publique et philanthropique, dans ce qu'on a simulé, elle retrouve son argent aussi. Et donc, c'est un bon compromis pour réaliser un objectif d'impact, évidemment. Donc, il y aura tout un écosystème pour rendre compte de cet impact-là. Et aussi un objectif de pérennité financière du dispositif. Voilà, parce que l'idée dans tout cela, c'est si ça fonctionne, c'est de le reproduire dans d'autres géographiques. Voilà. Alors, en fait, ce qu'on peut peut-être ajouter aussi, Alexis, si tu permets, c'est qu'en fait, on vise sur une durée d'investissement entre 5 et 7 ans, on vise à peu près une centaine, enfin 80 à 100 opérations, en quelque sorte, hein, donc financées, donc pour vous donner un ordre de grandeur. Alors, le caractère innovant, hein, je pense que vous l'avez vu de cette opération, c'est que véritablement, on cherche à amener dans le même instrument des ressources, comme vous l'avez dit, qui vont être rémunérées à des conditions proches du marché, qui vont être sécurisées. Alors, quand on dit proche du marché, tout à l'heure, vous indiquiez des taux de rentabilité
15 voire 20% pour les investisseurs privés. J'insiste sur ce point, c'est une rentabilité globale sur la durée. Donc évidemment, en termes de TRI annuel, c'est beaucoup moins que ça, mais enfin, c'est des choses qui sont courantes dans ce domaine-là. Et donc, on mixe ces ressources, en quelque sorte, privées, à qui on garantit une rémunération. Et donc, il y a un effet de levier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ces ressources privées sont sécurisées, on espère effectivement pouvoir les mobiliser plus facilement et répondre aux enjeux qui ont été exposés tout à l'heure, précédemment. Et puis, et c'est important, les ressources publiques ou les ressources philanthropiques acceptent une rentabilité moindre, acceptent une prise de risque plus grande en intervenant en première perte. Et c'est ça, bon, sans être évidemment, disons, trop prétentieux, mais c'est ça le caractère un petit peu innovant de cette affaire, parce que comme le disait tout à l'heure Jean-Michel Spoderino, soit on a une approche philanthropique avec des subventions, soit on a une approche de marché avec une recherche de rentabilité et de performance, et du coup, cette approche dichotomique, en quelque sorte, ne répond pas aux besoins donc, des entreprises. Et l'idée, c'est de mixer les deux, ce qui n'est pas une affaire simple. Alors, à partir du moment où on mixe ces deux ressources, à partir du moment où on lève des ressources publiques pour garantir, pour prendre les premières pertes, pour permettre à l'investisseur privé de tirer une rentabilité, évidemment, il faut montrer qu'on a des impacts en termes de développement, des impacts sociaux, des impacts environnementaux, et la question aussi, la mesure de ces impacts. Donc, avant d'échanger avec vous, avec la salle, je voudrais demander à Pierre Jacquet, je vais chercher du regard, de nous dire quelques mots. Donc, Pierre est professeur, Pierre, je t'en prie, donc professeur à l'école centrale. Et l'école des ponts. Pardon, l'école des ponts. Et donc, ancien collègue de l'AFD. Et Pierre va nous faire un petit topo sur justement cette question des impacts quand on mobilise des ressources publiques. Pierre. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc et merci pour cette discussion qui a, je trouve, été déjà fascinante. Et tu as presque tout dit d'ailleurs, parce qu'une fois qu'on a dit qu'il faut mesurer les impacts, en général, on s'arrête là et puis on espère que ça se fera. Et c'est un de mes premiers commentaires. Je pense que dans la présentation de cet outil, il faut passer au moins autant de temps sur la façon dont les impacts vont être mesurés et communiqués que sur la partie financière. Mais je vais y revenir. Avant cela, peut-être, puisque je suis économiste, la première réaction quand on entend blended finance, c'est une réaction d'ailleurs d'enthousiasme, parce qu'intuitivement, on a tous envie d'avoir des approches publiques-privées un petit peu plus cohérentes, un petit peu plus construites que l'opposition un peu facile entre le public d'un côté et le privé de l'autre. Mais dans l'analyse économique, ce qui peut justifier l'intervention de fonds publics, c'est le fait que les agents privés par eux-mêmes n'allouent pas les ressources d'une façon qui paraît socialement souhaitable. Et il y a plusieurs raisons de penser que c'est en effet le cas, que ces ressources ne sont pas allouées de façon souhaitable. Ça peut être des questions liées à la distribution des revenus, la répartition des revenus, mais ça peut être des questions liées au financement des marchés, que ce soit des problèmes de concurrence inégale, de monopole ou autre, que ce soit des problèmes d'asymétrie d'accès à l'information, que ce soit des problèmes d'effets externes, dont d'ailleurs Jean-Michel Severino a parlé. Il y a plusieurs raisons de penser que les marchés ne fonctionnent pas comme des marchés parfaits dans la théorie économique. Et lorsqu'il y a des imperfections de marché, il y a des raisons pour le public d'intervenir. Est-ce qu'on est dans ce cas-là dans le domaine du développement agricole ? Très clairement, oui. Il est difficile de ne pas conclure que les marchés ne fonctionnent pas de façon efficace lorsqu'on entend tout ce qui a été dit. Et ça fait quand même, d'ailleurs, plusieurs années qu'on le sait. Et donc, cette idée d'essayer de construire un outil de finance mixte, de blended finance, me semble extrêmement féconde et intéressante. Alors, mais c'est là où arrive la clé du problème. Pour justifier de l'intervention de fonds publics, de fonds du contribuable, il faut qu'il y ait en face des impacts mesurables. Et il faut qu'au départ, les objectifs soient des objectifs qui soient formulés en termes d'objectifs sociétaux. Donc, autrement dit, de création de valeur ajoutée sociétale. Et c'est différent de la valeur ajoutée financière. Et donc, je crois que l'originalité de cet outil, c'est qu'il cherche à combiner les deux. Sauf que
par l'expérience de finances, d'outils financiers, par les différents scandales qu'il y a pu avoir. Quand on construit un outil de ce type, on met beaucoup l'accent sur la qualité de la construction financière. Et c'est évidemment indispensable. Et il faut que la gouvernance du fonds permette d'éviter tous les risques qu'une histoire assez heurtée a permis d'illustrer. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'aussi la dimension de mesure d'impact soit prise en compte dès le début de façon intrinsèque et dans la gouvernance même du fonds. Et ce n'est pas facile à faire, mais de la même façon qu'un fonds financier a besoin d'un audit indépendant, je pense qu'il faut dès le départ construire une mesure d'impact indépendante qui soit liée au fonctionnement même du fonds. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît très, très important. Le deuxième point, c'est que c'est difficile de mesurer les impacts, parce que les impacts, c'est une notion multiforme. Il y a des impacts dans des tas de dimensions différentes. Et un impact environnemental peut rentrer en tension avec une absence d'impact social, par exemple, ou un impact social négatif. Comment est-ce qu'on fait la synthèse? Et qui a la légitimité pour choisir, finalement, où se trouvera la synthèse, et pour pondérer ce qu'on veut. Et donc, je crois qu'il ne faut pas voir la mesure d'impact comme une quantification de résultats. Et c'est là une différence assez majeure avec la finance. Il faut voir, à mon avis, la mesure d'impact comme une recherche permanente de ce qui fait la valeur ajoutée sociale. Et donc, de mon point de vue, c'est un point de vue plutôt personnel, je crois que la construction de la dimension impact d'un fonds comme celui-là, c'est un partenariat durable avec l'université. Alors ça peut être avec la FERDI d'ailleurs, hein, ou d'autres, mais je crois qu'il y a besoin de construire en même temps que l'opération financière, une opération de travail sur le terrain, de préférence avec des acteurs locaux, pour mesurer la valeur ajoutée sociale et pas financière qui est procurée par l'investissement. Donc c'est un montage qui est compliqué, qui est complexe, ça en fait tout l'intérêt, qui est aussi coûteux en termes de ressources, et donc une partie du financement public doit aussi permettre de financer ça, parce que ce n'est pas le secteur privé qui va être ça. Bien que, lorsque vous regardez tout ce qui nous entoure en termes d'impact investment, les acteurs privés sont les premiers à se glorifier de l'impact social qu'ils ont. Oui, mais comment est-il mesuré cet impact social? Et je crois que la crédibilité de l'approche d'analyse d'impact est fondamentale. Alors, je terminerai par 2 ou 3 commentaires sur ce que j'ai entendu. Je ne suis pas professionnel de la communication, mais l'idée de dire que les fonds publics vont servir à donner la rentabilité espérée aux acteurs privés, ça, à mon avis, c'est une façon de ne pas vendre l'outil. Et donc, je préfère dire que l'intérêt de cet outil, c'est de montrer qu'il y a une valeur ajoutée sociale qui a un prix, et le rôle du secteur public, c'est de payer ce prix. Voilà. Ensuite, on explique que ça permet aux investisseurs privés de venir parce qu'ils trouveront dans le projet ce qu'ils attendent. Mais je crois qu'il ne faut pas faire le lien direct entre fonds publics et rémunération des investisseurs privés. Ça, c'est quelque chose qui va être très, très, très difficilement audible, je pense. Alors, je crois que j'ai terminé. Je vérifie simplement, parce que j'ai pris des notes en écoutant la discussion tout à l'heure. Oui, je voulais aussi insister, mais ça a été dit sur le rôle de l'accompagnement, parce que c'est vrai que dans la démarche du secteur privé pur, le long terme est rarement pris en compte de façon satisfaisante. Et le long terme dans les projets de développement, c'est la formation. C'est la formation et tout ce qui accompagne un projet pour le rendre durable. Et ça aussi, ça doit se penser en amont. Et trop souvent, on le pense ex post. Et je terminerai juste en revenant sur la mesure d'impact. Aujourd'hui, quand on parle d'impact, on a en tête 2 choses. Soit l'analyse d'impact ex ante, c'est-à-dire qu'on conçoit un projet de développement et on essaye d'en prévoir l'impact et on regarde si cet impact justifie l'investissement. Bon, c'est une première approche. Soit ex post, on regarde ce qu'a produit un projet en termes d'impact et puis on communique dessus. Alors ça peut être pour des raisons de ce qu'on appelle la responsabilité, être responsable devant quelqu'un, donc on montre qu'on a bien utilisé l'argent. Ça peut être aussi pour apprendre, hein, on évalue ce qu'on a fait de façon à mieux faire la suite. Mais assez rarement, on investit dans la mesure d'impact pendant que le projet est réalisé. Or,
Dans ce cas particulier, je pense que c'est fondamental. Je pense que c'est fondamental parce que personne n'a la clé. Personne ne sait exactement comment on produit la valeur ajoutée sociale. Donc c'est une expérimentation permanente. Et l'une des valeurs ajoutées de ce projet, c'est à la fois d'être un mélange de financement public et privé, mais c'est aussi d'être une approche intéressante, opérationnelle de la création d'impact. Et je crois qu'il ne faut pas passer à côté de cette chance-là. Il faut vraiment structurer cette dimension. Voilà, merci. Merci infiniment, Pierre. Merci pour ce cadrage, tout à fait. Et merci d'avoir mis le doigt sur un sujet, effectivement, une maladresse probablement, effectivement, de communication, mais qui permet quand même de bien illustrer notre propos. Parce que c'est vrai que de l'allocation de ressources publiques pour accompagner de l'investissement privé, aujourd'hui, bon, c'est vrai dans l'agriculture, mais c'est vrai dans bien d'autres domaines, c'est quand même un discours qu'on entend beaucoup, et notamment quand on parle de développement. Mais dans la pratique, il y a un blocage quand même presque d'ordre psychologique. Pourquoi de l'argent public irait vers de l'argent privé? Donc effectivement, c'est une maladresse de l'avoir exprimé comme ça. Si tu as parfaitement raison, ça serait effectivement un peu, comment dire, repoussoir. Mais en quelque sorte, le problème, il est quand même sur ce sujet-là. Alors, peut-être qu'il nous reste une vingtaine de minutes pour rester dans le calendrier avant la pause. Et donc, ce que je vous propose, c'est de provoquer un échange à la fois avec la salle. Éventuellement, je crois qu'on a quelques questions sur le chat. Nos panélistes. Et donc, on peut, si vous le souhaitez, prendre quelques questions donc, de la part de la salle et puis y répondre à la fois à Alexis et bien évidemment aussi les panélistes qui peuvent aussi poser des questions. Donc, on est dans une dimension tout à fait interactive. Donc voilà. Qui veut se lancer? Bonjour, merci pour votre présente exposé. Moi, c'est Salut Combon, je suis camerounais, j'encadre les sociétés coopératives de mon Cameroun. Alors, ma question s'adresse à Alexis, d'une part, et à Kiki, M. Kiki, de l'autre. Alors, par rapport à M. Alexis, par rapport au instrument que vous présentez, c'est-à-dire le politique. Alors, en Afrique, on a un problème de transparence. Et de responsabilité aussi, par rapport à cette transparence-là va supporter le coût, parce que le politique il vient parce qu'il attend un gain. Or, dans les pays africains, on connaît comment ça se passe. Si aujourd'hui c'est le compte public qui est majoritaire, est-ce que c'est lui qui pique les principes qui vont gouverner la gestion de ce projet financier? Ou comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça n'existe pas aussi n'est pas intéressé de si jamais les compétences n'est pas résolues? Comment vous faites par la transparence? D'accord. Alors, peut-être je vais poser les deux voir comment il encore. Et à M. Kiki, par rapport au Bénin, j'ai vu un projet, je pense que c'est M. Sonkai qui le porte sur la transformation de gouvernement en termes d'économie circulaire. Est-ce qu'il n'y a pas une collaboration entre vous? Est-ce que c'est chacun de son côté? Est-ce que si c'est comme ça, est-ce que ce n'est pas un facteur pour lequel les banques ne financent pas, pour les donner ensemble les plus forts et faire des demandes un peu plus comme ça, de poser des gens sur les bailleurs? Merci. On va peut-être prendre d'autres questions. Je crois que Emmanuel. Moi, c'est juste une question dans la pratique. Quel est le planning, si on a une idée, de mise en œuvre du fonds? Oui, merci. Je reviens sur ce que Pierre Jacquet disait, je suis bien d'accord avec lui sur le fond, sur la nécessité de mesurer les impacts. Mais je voudrais quand même dire que nous sommes dans l'agriculture, l'élevage et l'agroindustrie. Et nous avons à faire face à une crise alimentaire considérable en Afrique. Il y a 300 millions de personnes environ qui sont malnutries, pour lesquelles les conséquences sont irrémédiables. On va avoir un doublement de la population d'ici 2050. Il y aura forcément un doublement de personnes malnutries. C'est un continent qui se condamne de ce fait. Donc, dans la mesure des impacts, il
Je pense qu'il faudra quand même être simple. Il faudra revenir aux fondamentaux. Nous voulons, que voulons-nous? Nous voulons augmenter la capacité alimentaire en Afrique, que ce soit par l'investissement étranger ou par l'investissement local ou les deux. Nous avons la conviction, que c'est un peu l'eau, qu'il y a eu quand même, je le dis de manière un peu simpliste, une faillite des États en général, dans la conduite du développement agricole. Donc on se dit peut-être qu'effectivement c'est avec le secteur privé si on dénoue les contraintes. Et parmi ces contraintes, nous avons la question du financement d'une part, et d'autre part de l'accompagnement d'entrepreneurs pour faire face aux demandes des banques et des bailleurs de fonds sur les différentes études environnementales, sociales, etc. Et pour aussi l'accompagner dans la conduite de son opération. C'est ça notre objectif. C'est d'augmenter la production. Pas n'importe comment. Il faut respecter l'environnement, il faut faire on est bien d'accord, mais c'est faire face à 300 millions minimum d'Africains malnutris. Je voudrais juste réagir, si je peux, à ça. Pour Thierry, je suis d'accord sur le constat et la nécessité de mettre un mesure d'impact là où elle est, et la nutrition et la faim, le traitement de la faim et de la sous-nutrition est très important. Je voudrais simplement rappeler, et ça pour accentuer le besoin de sérieux dans la mesure d'impact, que ça fait plus de 20 ans qu'on s'est collectivement lancé dans l'objectif de vaincre la malnutrition et la faim dans le monde. Or, quand on regarde les statistiques, et de grâce à qu'on a passé au Covid, parce que le mouvement il est avant le Covid, le problème de la malnutrition s'était accru, en particulier en Afrique. Et donc, j'appelle à ce qu'on soit tous un peu sérieux dans ce qu'on annonce comme étant des objectifs. Et pour ça, il faut les mesurer. Donc oui, donnons-nous ça comme objectif, mais mesurons la réalité de ce qui est réalisé pour atteindre cet objectif. Alors, on va prendre peut-être une cinquième question, madame. Parce que pardon. 5 et 6, puis après on répond. Je suis M. François Lebas, président d'un think tank pour le développement rural en Afrique. Je fais un petit constat déjà sur la table. Nous avons que ceux qui font appel à l'investissement pour pouvoir accompagner leur projet, qui est naturellement souvent en Afrique des projets privés. Donc, mais j'aurais bien voulu avoir sur la table aussi les institutions et les gouvernements, les membres du gouvernement. L'UEMOA est là. Le problème du financement, ou alors, comme le rappelle monsieur parlait de la nutrition en Afrique, il faut déjà poser le problème. Qu'est-ce qu'on finance? On finance quoi? On finance l'agriculture. Est-ce qu'on finance les projets? Quel projet? L'Afrique, c'est 80% de la ruralité. Et les gouvernements essayent de sortir par le haut en apportant des solutions à l'importation. Je souhaiterais que sur la table, on parle des politiques agricoles des pays. À Dakar, au mois de janvier, on a parlé des compacts dans les pays. On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, mais on parle du financement. Il faut financer l'agriculture. Qui on doit financer? Dans la ruralité, moi, je suis un produit de la ruralité, c'est la Oula Gaba. Et ceux qui sont prêts à pouvoir entrer dans l'agriculture n'ont pas l'expertise nécessaire pour pouvoir conduire un tracteur. Parce qu'il faut monter en gamme de production et en tonnage et autres et pouvoir résoudre le problème. Donc ma question est simple et claire. Le financement qu'on va tracter aujourd'hui, c'est pour financer quoi et qui? Financer les projets privés de transformation, déjà pour transformer, pour produire. Et qui produit en Afrique? 80% de ruralité, comment on met les mécanismes en place pour pouvoir atteindre cette population qui s'auto-nourrit? Le riz qui est importé, la farine, les meuniers qui sont dans les ports et produisent dans le lait, on finance cette partie-là, ça veut dire qu'on finance la production pour pouvoir parer voilà, l'urgent, les impôts et donc on finance quoi et qui et comment. Merci. On prend une dernière question, madame, et puis ensuite on répond.
Merci beaucoup, Yvette Calais du Cameroun. Je suis juriste. Je vais aller à la suite de l'intervenant précédent, mais peut-être pour revenir et appuyer sur certains aspects, lorsqu'il parle de qui finance, mais en fait, je vais réagir globalement. Déjà, par rapport à la commission de 2 mois, est-ce que dans votre fonds régional, vous avez un volet garanti? Parce que je crois que le financement de la culture aussi, est-ce que l'État, ou alors au niveau communautaire, il y a un volet garanti, c'est-à-dire garantie de financement, par exemple, des emprunts auprès des banques. Et puis le volet subvention. Est-ce qu'on peut parler de tout en Afrique sans oublier la subvention? On sait qu'au Cameroun, l'agriculture est développée parce que les États on a suffisamment subventionné. Est-ce qu'on peut véritablement se baser uniquement sur le financement privé sans donner une place importante à la subvention par l'État? Et qui s'occupe également des banques agricoles? Est-ce que les États n'ont plus le droit de mettre en place des banques agricoles avec les mécanismes qui vont? Lorsqu'on parle de financement, lorsqu'on parle sur le financement bancaire, c'est vrai que le produit nous présente, tout le présenté un produit nouveau, mais je pense qu'il y a aussi aujourd'hui d'autres mécanismes de financement alternatifs qui peuvent permettre le financement bancaire. Est-ce que les marchés financiers de l'UEMOA, et d'ailleurs, peuvent également contribuer au financement de l'agriculture et dans quelle mesure? Aussi par rapport à l'accompagnement, quelle est la place des chambres d'agriculture pour le financement, pour l'accompagnement des agriculteurs? Est-ce que les chambres d'agriculture n'ont pas au niveau des États de rôle? Peut-être pour terminer, lorsqu'on a parlé de le financement sur le financement privé, on sait aussi qu'en gros, beaucoup de financement de l'agriculture a pris la prise verticale, c'est-à-dire ce sont les acheteurs qui financent les entreprises, demandeurs de produits, qui finançaient en amont les agriculteurs et qui faisaient également le suivi. Lorsqu'on parle aujourd'hui en France, en Europe notamment, et en France, des réseaux de distribution, ça est d'abord des réseaux de distribution de plan agricole, c'est-à-dire que celui qui veut acheter du blé ou du blé commence par financer l'entreprise qui produit du blé, commence à l'accompagner par la suite, comme ça on a suscité les réseaux. Donc je prends la quelques réactions que je vais avoir. Je ne sais pas quel répondre. Merci. Alors, on va peut-être effectivement répondre à cette première série de questions. Alors, je crois qu'il y a une question qui vous est adressée, Damien Kiki. Alors, je vous laisse, je crois que c'est très, très ciblé comme question, qui concerne. Merci pour la question. C'est pas pour venir, chacun va en rang dispersé. Pas du tout. D'abord, vous avez été clair quand nous donnons Songhai au Bénin. Songhai, c'est d'abord un centre de formation qui travaille sur les questions agroécologiques. Songhai, au niveau de ses champs d'expérimentation, fait de la menace et en plus fait de la transformation, tout ça pour former les élèves de ce centre-là. Ok? Nous, au niveau de l'EPAB, nous faisons la production de la nappe biologique, mais on collabore avec l'usine qu'on livre à la date. Cette usine produit des déchets. Ces déchets sont récupérés par une entreprise qu'on appelle Biophyto pour transformer en engrais organique certifié par Ecosec et nous, on l'achète. Après ça, il y a une collaboration entre ma coopérative de RIPAP et Songhai où on échange sur les techniques agroécologiques. Qu'est-ce qu'il faut, les associations culturelles, ananas, associées aux légumineuses. Cette question, nous, on travaille là-dessus avec Songhai. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Okay. Merci beaucoup, merci. Alexis, il y a plusieurs questions. La question liée à la transparence, oui. Le calendrier, on finance quoi, qui peut-être on donnera ensuite la parole à M. Mbodj sur les garanties, les subventions, les banques agricoles. Okay. Alors, sur la question de la transparence, vous avez raison. En fait, là, ce sujet se règle à plusieurs niveaux. Hein. Au niveau du fonds, déjà. Et on a évoqué le caractère crucial de la gouvernance du fonds. Donc, s'assurer à ce que il y ait un alignement d'intérêt complet entre les gestionnaires et les contributeurs. Donc ça se règle sur le volet juridique, mais aussi sur la mécanique financière.
Parfois, on demande même à ce que les gestionnaires de fonds mettent de l'argent dans le fonds. C'est-à-dire qu'ils soient totalement alignés pour que les fonds soient bien gérés pour le compte des contributeurs. Parce qu'ils y trouvent un intérêt aussi à faire fructifier le capital. Ensuite, en termes de gestion de flux, c'est pas le gestionnaire de fonds ne fait pas de virement. Il y a une structure indépendante, un teneur de compte qui gère les fonds pour qu'effectivement on évite les conflits d'intérêts avec les gestionnaires de fonds. Après, la transparence aussi, elle se gère au niveau des projets. Donc il y a tout un processus de due diligence où on regarde tout avec des équipes pluridisciplinaires. Et dans le cas précis, on aura une approche qui va au-delà de l'approche traditionnelle où on regarde que les aspects financiers, fiscaux, comptables, juridiques, etc., mais aussi des spécialistes de l'impact. Et donc ça, c'est un premier garde-fou ex ante, mais il y a aussi des garde-fous ex post dans le suivi, ou par exemple sur des investissements en fonds propres, il y a des mécanismes incitatifs et punitifs lorsqu'il y a une faute, un manque de transparence, un détournement. On enclenche en fait des sanctions. Ça peut être racheter à vil prix les participations de l'entrepreneur partenaire. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être tout simplement des procédures judiciaires. Sur la partie dette, on a ce qu'on appelle des covenants, des dispositifs de surveillance de l'emprunteur. Dès qu'on constate une anomalie, une faute, un détournement, un manque de transparence, on enclenche, ça peut être punitif. Et donc ça, l'idée, c'est pas d'en venir là. Et c'est là l'intérêt du gestionnaire, de sa proximité avec l'entrepreneur, c'est que c'est une relation qui se construit dans la durée. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie transparence. Et pour la partie timing, alors, ce qui paraît réaliste, c'est 1 an et demi. 1 an et demi pour faire, voilà, c'est un processus quand même assez lourd, où il faut mobiliser justement les contributeurs, s'aligner sur la structuration du fonds. Il y a des gens qui voudront être peut-être en tranche senior, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ou en tranche junior, ou être garant partiel aussi. On peut mobiliser des mécanismes de garantie partielle sur le portefeuille. Donc ça, c'est le timing. Et que finance-t-on ? Qui et comment ? Alors, en fait, quand on écoute l'audience, tout le monde, il faudrait financer tout le monde. Les défis sont immenses. Et en particulier, ce qui constitue l'essentiel du tissu, ce sont les petites exploitations. Elles sont rurales. Hein. Et voilà, et rurales. Nous, on a, elle est rurale. voilà, elle est rurale, effectivement. Exactement. Et en fait, l'idée, c'est justement de ne pas avoir une approche dichotomique où il y a d'un côté les petits en milieu rural et de côté les gros en formel. En fait, c'est d'intensifier les liens entre les deux mondes. C'est-à-dire d'avoir des acteurs qui vont devenir des champions nationaux ou régionaux, qui vont tirer toute la filière vers le haut. Et on a le modèle de Danone, par exemple, où on va soutenir les coopératives de paysans pour augmenter le rendement, la formation. On va dans ce schéma blended finance où la partie publique et partie prenante solliciter la partie publique pour la sécurisation foncière. Voilà, énormément de... Donc ce fonds est une plateforme de coordination aussi opérationnelle. Et l'idée, ces grands acteurs qu'on finance ont intérêt à structurer les chaînes d'approvisionnement parce qu'il faut que les producteurs produisent, assurent l'approvisionnement. Donc, il y a une intensification du lien plutôt qu'une dichotomie entre les deux mondes. On a évoqué tout à l'heure la possibilité aussi de soutenir des institutions financières qui ont une capacité d'intervenir de manière très granulaire auprès des petites exploitations. Le fonds ne pourra pas. Il y aura au maximum une vingtaine de personnes. Donc, on le fait de manière indirecte en soutenant les institutions de microfinance, ça peut être les banques aussi, pour qu'elles prennent plus de risques pour le milieu rural. Donc, l'idée est vraiment d'avoir une approche de chaîne de valeur inclusive.
c'est-à-dire s'appuyer sur des acteurs forts qui peuvent d'ailleurs préfinancer aussi l'achat d'intrants agricoles. Il y en a beaucoup de modèles où un acteur fort qui a besoin du produit, de la matière première pour le transformer et le valoriser, préfinance l'achat d'intrants agricoles, l'achat de machines, etc. Et avec des arrangements avec les agriculteurs, on appelle ça l'agriculture contractuelle, en faisant de l'agrégation, etc. Donc c'est une approche vraiment inclusive qui dépasse l'approche parfois trop dichotomique, où il y a d'un côté les petites exploitations qui se débrouillent toutes seules, et de l'autre côté les acteurs formels. Et en fait, les deux mondes doivent communiquer. Et donc c'est pour ça que dans ce fonds-là, qui mixe des ressources publiques et privées et philanthropiques, on a besoin d'une approche coordonnée. C'est une approche financière, mais aussi extra-financière, et on a insisté sur l'intérêt de l'accompagnement pour élever les filières vers le haut, en embarquant tout le monde. Alors ça, c'est... je ne sais pas si ça répond à votre question. En fait, il y a une intervention directe qui est de financer des PME, mais seulement des PME. Et on en revient au fait qu'on est redevable en termes d'impact, des PME qui entraînent les écosystèmes ruraux vers le haut. Peut-être je vais demander à M. Mbodj de répondre à la question de Madame. Et en indiquant, Amadou, qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur le chat, hein, sur les discussions. J'ai vu ça sur mon téléphone tout à l'heure. Finalement, ça revient à ce que vous disiez, Madame. Pourquoi ne s'appuie-t-on pas davantage sur des banques de développement publiques, agricoles? Pourquoi n'y a-t-il pas davantage de subventions, en quelque sorte, pour accompagner? Alors, évidemment, c'est une autre approche, hein, ça a été dit. Il y a l'approche, disons, caritative, il y a l'approche business. Nous, on cherche à mêler les deux et à les rendre cohérentes. Mais je vois quand même que beaucoup de nos interlocuteurs disent, pour l'agriculture, pour ces enjeux, pourquoi finalement pas davantage de subventions, pas davantage de banques publiques? Merci bien. Encore une fois, vraiment, grand merci pour ces échanges. Je voudrais d'abord peut-être poser la question avant de répondre. Sur le véhicule financier, vous avez dit que le timing, c'est autour d'un an et demi. Bon, je voudrais savoir si nous avons déjà des engagements de financement pour constituer ce fonds pilote de 300 millions. Est-ce que déjà, il y a des investisseurs ou des institutions qui ont pris des engagements de financement pour nous permettre d'espérer, dans ce cas-là, déjà les vendre quelque chose. Par rapport aux questions sur le volet garanti, je suis peut-être passé rapidement dans mon exposé, le timing était un peu serré, alors. Mais effectivement, j'ai expliqué que dans le cadre du FFA, le Fonds régional de développement agricole qui a été créé par la Commission de développement, qui est une institution publique internationale, donc on dit que nous, notamment en Afrique de l'Ouest, nous avons une première composante pour développer, améliorer encore plus les systèmes de financement agricole. Et dans ces actions, ce que nous avons retenu principalement, c'est de bonifier les taux d'intérêt. Comme on dit ici, les taux d'intérêt sont relativement élevés dans la région et souvent très peu compatibles avec les niveaux de rentabilité que nous avons, surtout pour la production du riz. Donc, nous avons un objectif de bonifier les taux d'intérêt, de les rabattre. Deuxièmement, nous avons un objectif également de garantie financière sur les ressources du fonds. Donc, nous allons proposer un fonds commun avec peut-être des financements. Mais en tout cas, sur la base, nous avons prévu cette garantie financière-là qui va nous permettre de réconforter les banques agricoles pour nous permettre de prendre plus d'engagement, plus de risques sur le secteur agricole. Donc, c'est prévu dans la première composante du fonds. Il y a d'autres actions également comme l'assurance agricole, comme les couvertures des calamités, qui sont surtout des subventions qui sont prévues dans ce fonds du FFDA. Alors, pour l'accompagnement également de l'agriculture
comme j'ai expliqué rapidement, c'est vrai, sur les trois composantes, on a deux composantes pratiquement accompagnées, qui sont essentiellement tournées vers les subventions. La première, c'est le renforcement de capacité. Je l'ai expliqué aussi, mais je ne vais pas passer rapidement. Donc, toutes les actions qui vont accompagner les acteurs pour leur permettre de prendre en charge véritablement leur activité. J'ai cité les SCT, les systèmes financiers décentralisés qui sont en train de faire du beau travail dans le financement de proximité pour les agriculteurs. Et il y en a qui aujourd'hui ont réellement besoin de SIC, de logiciels pour gérer l'exploitation, qui ont besoin de formation, on les accompagne. Mais également, il y a des acteurs sur le terrain qui sont sur les exploitations agricoles qu'on pourrait accompagner par des subventions pour leur permettre de gérer les exploitations agricoles, mais également pour créer des coopératives, des gestions collectives qui leur permettraient vraiment d'améliorer un peu le niveau de performance. Il y a ces ressources qui sont consacrées à la subvention. Également, sur la troisième composante, nous avons également des fonds qui sont orientés vers la recherche agronomique. On a des thématiques régionales que vous avez dit, qui émergent également. On a besoin d'améliorer certaines variétés pour les adapter au changement climatique, pour avoir plus de potentiel. Ce sont des ressources qui se mangent du fonds sur la troisième composante qu'on a appelé les investissements institutionnels, qui vont également permettre d'accompagner ces premiers composantes qui sont purement sur le financement, sur la vente, sur les prêts, les lignes, les garanties, les assurances et l'occupation. Alors, il y a une question qui m'est pas adressée, mais qui m'intéresse particulièrement. On finance quoi? On finance qui? On finance comment? Alors, moi j'ai expliqué dans mon exposé pour la commission de l'UEMOA nos priorités. Pour même dire notre priorité. C'est de résoudre la question alimentaire. J'ai dit, le premier problème que nous avons, c'est de régler la sécurité alimentaire. J'ai dit que nous avons 9,8 millions de concitoyens dans l'espace qui aujourd'hui sont sous assistance directe. Qui ont besoin qu'on leur apporte l'alimentation pour qu'ils puissent manger et survivre. Donc pour nous, c'est la première priorité à régler avec la politique agricole de l'Union. La question de la sécurité alimentaire. Et par rapport à cela, nous avons défini les priorités par filière. La première filière à accompagner pour nous, c'est l'huile. C'est la première céréale consommée dans notre espace de l'huile, état sur le territoire de 5 millions de km². Malheureusement, aujourd'hui, nous importons pratiquement les 50% de nos besoins. C'est pas tenable, alors que nous avons un potentiel qui nous permet de mettre en exploitation et de produire suffisamment de riz pour nos concitoyens. Donc, c'est la première priorité de ces filières-là. Une petite parenthèse. Ceux qui sont à l'import-substitution, ceux qui sont des importateurs, à qui on a délivré, le gouvernement a délivré comment on les appelle, les autorisations d'importer, les banques financent, préfinancent même, c'est-à-dire la lettre de crédit et mettre la garantie pour pouvoir importer le riz. Alors qu'on peut réorienter ces fonds qui vont en Thaïlande dans la production. Donc, l'importateur qui a un portefeuille et qui a un chiffre d'affaires baqué sur l'argent public devrait réinvestir, réorienter l'argent du financement de l'importation sur la production. Importation, substitution directe. Ça commence à résoudre le problème. Tout à fait d'accord. Et malheureusement, on dit on finance. Ouais. Non, moi je dis pour l'UEMOA, pour la commission de l'UEMOA, la priorité du financement, c'est le riz d'abord. Ensuite, c'est le maïs. Le maïs, nous sommes relativement confortables en termes de consommation humaine, mais nous avons besoin encore des quantités importantes pour fabriquer des intrants pour l'agriculture. Aujourd'hui, on en importe beaucoup, au Brésil, en Argentine, dans l'espace UEMOA. Donc, voilà pour la volaille, la production de volaille. Et ça, c'est pour l'import substitution des découpes de viande de volaille qu'on importe également dans l'espace qui sont en train de lier l'activité. Il y a de l'argent. Donc, ça, c'est une priorité également pour nous. Nous allons faire du développement.
Ouais. La troisième priorité, comme je vous propose, excusez-moi, parce que là, il y a un dialogue qui est en train de s'instaurer. Et effectivement, on avait presque rattrapé le temps, donc je suis aussi le maître, le garant du temps, en quelque sorte. Et donc, pardonnez-moi, mais je voudrais, on va arrêter cette. Oui. qui devront financer, et ça également, vous l'avez dit très précisément, c'est important, c'est les ruraux, les 80% de ce que nous consommons, nous, en tout cas dans l'espace environnement, c'est produit par ces ruraux-là. Donc, comme je le disais, il faut qu'on n'oublie pas aussi les petits producteurs. Les petits producteurs, ce n'est pas péjoratif, c'est pas simplement ils travaillent sur des exploitations. Il faut travailler à les retrouver, à les porter à l'échelle pour qu'on puisse les joindre et pouvoir mettre à la disposition des financements pour la production. Merci. Monsieur Mboch, vous avez posé une question tout à l'heure en ce qui concerne le calendrier. C'est une question de prolongement de celle d'Emmanuel Valentin Dulac. En termes de calendrier, bon, c'est un point important dans ce genre d'exercice, il faut, et ça prend beaucoup de temps, il faut effectivement faire le tour des investisseurs, publics, privés, les motiver, et il faut aussi donner de la crédibilité. Donner de la crédibilité, c'est constituer aussi un pré-portefeuille, en quelque sorte, de projets qui sont susceptibles de sécuriser les investisseurs en disant, bon, voilà, il y a des contreparties solides. Donc ça, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a la question, et alors, là, vous indiquiez, mais cette recherche d'investisseurs, est-ce que c'est ça qui va prendre effectivement du temps? C'est vrai que c'est un défi, mais aujourd'hui, on voit plusieurs initiatives, et moi j'en ai une en tête, dont on ne peut pas parler dans le détail à ce stade, mais où des investisseurs, enfin des partenaires publics, des bailleurs de fonds, des États, aujourd'hui, compte tenu des enjeux dans le secteur agricole, compte tenu des enjeux de sécurité alimentaire, de la crise récente, après celle des émeutes de la faim en 89-90, à nouveau avec l'Ukraine, cette crise-là, qui disent on met des ressources publiques, des ressources en subvention pour accompagner les investissements privés dans le secteur agricole. Mais on souhaiterait et ça, aujourd'hui, on voit ces initiatives. Pour le moment, il y a des initiatives publiques et le grand défi, c'est de pouvoir attirer, en quelque sorte, des investisseurs privés à partir du moment où l'amorçage est là avec ces partenaires publics ou bailleurs de fonds. Donc là, le challenge est important, mais je crois qu'il est tout à fait réalisable. Et puis, je terminerai par là, vous avez mentionné, M. Mboch, tous les instruments qui existent au niveau de la Commission pour garantir, pour bonifier. Et l'idée, c'est que finalement, plutôt que de travailler de manière séparée, si dans un monde idéal, on pouvait joindre effectivement des investisseurs privés avec des bailleurs de fonds, avec des institutions régionales comme la Commission, pour pouvoir réunir ces outils et proposer une palette complète avec effectivement une prise de risque pour certains, une atténuation du risque pour d'autres, je pense qu'on aurait un beau défi devant nous, mais qui va prendre du temps.